Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au fil des jours, voire des semaines, les Guadeloupéens regardent des situations, des postures, mais aussi des positionnements au sein de notre société et s'interrogent. Nos invités débattront autour d'une question cruciale, mais qui dirige véritablement la Guadeloupe? J'en profite pour remercier tous ceux qui me contactent par mail, par téléphone ou qui m'arrêtent quand ils me rencontrent dans divers lieux pour me faire part de leur appréciation concernant cette émission, de leur engouement aussi, et surtout pour dire qu'ils n'arrivent pas à nous avoir au téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que cette question sera réglée sous peu. Plusieurs invités en plateau pour nous parler de ce thème qui passionne. Evita Chevry, que vous connaissez bien, elle est avocate. Ari Ancelade à ses côtés, qui est ingénieur chef d'entreprise. Didier Auchiste, qui lui aussi est chef d'entreprise. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Luc Renette, on va dire qui est patriote. Et puis Samuel Damou, chef d'entreprise. Nous aurons d'ici quelques instants Michel Mado qui nous rejoindra. Il est enseignant. Donc, qui dirige véritablement la Guadeloupe? Nous ferons l'exercice, comme à chaque émission, de vous donner la définition du mot-clé. Alors, il y en a deux, mais on va s'arrêter au mot-clé diriger. Je veux m'écarter volontiers de la définition du Larousse et je voudrais avoir votre avis sur cette définition. Qui dirige? Alors, diriger, pour vous, c'est quoi? Didier, c'est... Non, mais moi, c'est le véritablement qui m'intéressait. Dans la question. On ira sur le dirigé, ensuite on ira sur le dirigé. Ce sont les gens qui sont censés, nos représentants qui sont censés prendre les décisions concernant la population. Donc lorsqu'on parle de prendre des décisions concernant la population, on parle donc d'élus, forcément. On parle de l'État, on parle des collectivités, on parle de tous les responsables qui nous représentent au quotidien. Que ce soit sur le plan municipal, la collectivité régionale, départementale et j'en passe. D'accord. Alors, diriger. Evita, quelle est votre définition? Pour moi, diriger veut dire qui a le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est pouvoir imposer dans le cadre de rapports de force une certaine direction. Donc, on peut d'ores et déjà dire que si, alors que nous sommes en décentralisation, si on se pose la question, c'est que justement, il y a un problème. Et ce sera intéressant d'en débattre, parce que qui dirige véritablement la Guadeloupe, on devrait pouvoir dire, ce sont nos élus, dans le cadre de la décentralisation, alors que ce n'est pas le cas, et la question même apporte la réponse. D'accord. Harry, pour vous, diriger. Vous passez votre tour. C'est vrai, mais c'est vrai que j'aurais pratiquement passé mon tour parce que, à mon avis, c'est tellement. C'est le diriger, on parle. Alors, parce que diriger dépend déjà dans quelle situation on se trouve. Nous parlons de la Guadeloupe. Oui. Parce qu'un pays, il y a un exécutif, il y a un pouvoir. Et les choses, en principe, se déclinent naturellement. Nous sommes dans un cas très différent. Parce que nous restons encore dans une situation assez bizarroïde qui fait que ça veut dire quoi diriger la Guadeloupe? Parce qu'on n'a pas les éléments institutionnels qu'on devrait avoir. Alors j'étais juste. Donc je m'arrête là-dessus. J'étais juste sur une définition. On y reviendra. Oui, Luc. J'allais un peu partager le point de vue d'Harry, à savoir que normalement il devrait y avoir une seule direction pour un pays, pour un peuple, mais nous avons actuellement un monstre à trois têtes. J'ai dit, la première tête, c'est celle de l'État, représentée par le préfet, celle du conseil départemental, représentée par Mme Bourget-Certain, et celle du conseil régional, représentée par M. Richalus. Mais ça, c'est la direction politique. Mais il y a aussi une vraie direction économique qui ne dit pas son nom, mais qui est réellement agissante. Michel, merci de nous avoir rejoints. Merci. Diriger. Alors Michel certainement a une très belle définition puisqu'il est enseignant, donc il a l'habitude de manipuler tout ça. Non, je distingue bien la gouvernance de la direction. Alors, qui dirige réellement la Guadeloupe, j'ai envie de dire, c'est le peuple, par ses choix ou ses non-choix.
Maintenant, qui gouverne, effectivement, ce sont les élus, les instances, mais qui, même si ces mêmes instances, en tout cas ces mêmes élus, sont mis à ces postes par le peuple, mais qui dirige réellement la Guadeloupe, j'ai envie de dire, c'est le peuple, par ses choix, aussi positifs ou instables soient-ils. Samuel. Ceux qui sont intervenus avant m'ont dit, que ce soit Luc, Harry, qui dirige. S'il faut faire une allégorie, je pense à un chef d'orchestre. Mais il se trouve que dans notre cas, comme l'a dit Evita, il y a un partage de cette direction-là, de cette gouvernance-là. Donc on sait, la question peut prendre quelques secondes et on va avoir notre capacité ce soir à tourner autour de cette question-là, très intéressante. Mais il y a un représentant déjà étatique qui est le préfet, donc qui a quand même un pouvoir sur la police et sur un certain nombre de choses qui sont purement du droit régalien. Vous avez un pouvoir aussi de nos représentants locaux, donc des chefs de collectivités majeures, le conseil départemental, le conseil régional, et depuis quelque temps aussi, il ne faut pas oublier les présidents de PCI, qui ont en main de véritables petites régions. Samuel, pour la petite boutade, vous avez créé un groupe WhatsApp, le Sénat de Guadeloupe, donc c'est peut-être vous qui dirigez la Guadeloupe. Non, pas c'est une forme de pouvoir, parce que vous avez, je ne dirais pas de pouvoir, c'est un lieu d'échange, évlisier d'ailleurs, et on se dit des choses, et parfois ceux qui en charge le pays gagneraient un peu à lire ce qu'on écrit, parce que c'est toute la force de la société civile qui s'y exprime. Donc, Luc l'a dit aussi tout à l'heure, donc je reprends, il y a aussi un véritable pouvoir économique. Et ça, ce n'est pas rien. Et dans ce pouvoir économique, effectivement, on trouve plusieurs communautés. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que le Guadeloupéen ne fait que subir? On devrait peut-être répondre à cette question-là. Et pour moi, c'est tout l'enjeu du débat. Alors, vous savez, j'aime bien faire des recherches. Donc, je n'ai pas fait la recherche sur le mot « diriger ». Je suis partie sur un moteur de recherche que vous connaissez tous, Google, et j'ai posé la question, qui dirige la Guadeloupe? Alors, quand vous tapez, vous avez ensuite une ligne où il est dit qui est le président de la République de la Guadeloupe. Et à côté, vous avez une petite flèche, donc j'ai cliqué sur la flèche, et lorsque vous cliquez, la réponse est Josette Borel l'incertain. Donc, quelquefois, lorsqu'on fait des recherches, on a des réponses étonnantes. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous avez poussé le bouchon jusque-là à taper qui dirige la Guadeloupe? Moi, je dirais que non, mais je pense que ce soir, Mme Borel l'incertain peut très bien, effectivement, former un gouvernement. Vous le pensez? C'est une boutade. Mais alors, elle vient de découvrir qu'elle est présidente de la Guadeloupe. C'est écrit, donc elle peut se revendiquer de cet écrit. Alors c'est quand même, on va dire, quelque chose de particulier, puisque quelqu'un qui ne connaît pas la Guadeloupe et qui va sur Google et qui tape « qui dirige la Guadeloupe », voit qui est le président de la République de la Guadeloupe, et ensuite, quand on clique sur la flèche, on voit Josette Borel l'incertain avec la photo. Donc, c'est un petit peu pour introduire vraiment l'émission et arriver un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, pour certains, qu'on peut se dire que c'est le président de région Harry Chalus, la présidente du département Josette Borel l'incertain, le préfet, enfin bref, vous êtes parti vraiment dans le sens politique de la chose. En tout cas, sur Google, il y a juste Josette Borel l'incertain. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, vous avez dit diriger, vous avez parlé de pouvoir. Alors, pour diriger, est-ce qu'il faut du pouvoir? À mon sens, ça a le mérite d'être clair. Hein. Ben oui. De toute façon, on se rend compte depuis quelque temps maintenant, parce qu'on aurait même pu se poser la question, est-ce qu'on a eu des préfets avant celui qu'on a maintenant, d'ailleurs? Puisqu'on a rarement vu un préfet aussi présent, et à se demander si
si il est dans son vrai rôle, auquel cas c'est un bon préfet, mais ça sous-entend que les anciens ne jouaient pas leur rôle. Parce qu'on n'a jamais eu des préfets aussi présents dans les décisions qui concernent la Guadeloupe. Est-ce que c'est parce que la nature a horreur du vide? Allez savoir. En tout cas, on a un préfet qui est très présent. Moi, je voudrais. Voilà, moi, je voudrais. C'est-à-dire que le vide, ce serait donc nos deux représentants, président du conseil régional et président du conseil régional. Parce que si la nature du vide, c'est qu'il y a un vide au niveau de ces deux instances. Je vous laisse mettre de vos propos. monsieur le retraité, j'ai encore une famille à nourrir. Permettez-moi d'être derrière ce que je dis. Je répète. À la limite, je vais vous laisser, vous et monsieur Ancelade, parler de ça d'une manière beaucoup plus précise et en profondeur, mais ou sinon notre chère avocate. En tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu depuis quelques années, j'ai rarement vu, moi c'est un constat en tout cas, j'ai rarement vu un préfet aussi au devant de la scène en Guadeloupe que le préfet que nous avons actuellement. Donc il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que les anciens préfets ne jouaient pas leur rôle à fond? Ou est-ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a au moins, permettez-moi, de me questionner sur le fait que nous avons un préfet archi présent sur tous les fronts. S'il est dans son rôle, c'est que alors j'ai bien parlé de pouvoir, hein, et c'est volontaire. J'ai bien parlé de pouvoir. Oui, mais le pouvoir, c'est le préfet. En tout cas, ces derniers mois, on pourrait dire oui. On parle de quel pouvoir réellement? Alors justement, j'ai dit, et je répète, après c'est à vous de développer, pour diriger, faut-il avoir du pouvoir? Alors, selon vous, c'est oui. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, enfin, vous n'êtes pas sûr? Mais si. Alors, attendez. Après l'autre, l'un après l'autre. Evita. Ça fait très longtemps que. Harry, Samuel, Michel, enfin. oui. Non, moi, ce que je voudrais qu'on rappelle quand même, parce que tout à l'heure, il a été dit. À juste raison, qui avait dirigé la direction politique et économique. Mais il ne faut pas oublier que justement, pendant très longtemps, et la question que se pose, savoir si ça ne perdure pas sous une apparence plus trompeuse, en fait l'État, parce que c'est l'État, quand on parle de qui dirige véritablement la Guadeloupe, tout le monde pense à l'État. Faut pas faire l'hypocrite. Actuellement ou depuis toujours? Je veux dire, et c'est important de le dire, qu'en fait, pendant très longtemps, l'État déléguait l'autorité coloniale à un lobby économique qui était le lobby des Blancs pays. C'est ça la réalité. Donc c'est eux qui dirigeaient par le biais, parce que l'État le leur demandait, et ça a duré pendant très longtemps. Donc l'État est central, qu'on le veuille ou non, dans notre vécu du pouvoir dans ce pays-là, l'État. Alors effectivement, après, peut-on dire qu'il y a eu un glissement, puisqu'il y a eu effectivement l'émergence des autorités locales par rapport à l'État? Normalement, nous devrions être face à face. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas, on ne façade pas comme ça avec l'État quand on est un élu. Et c'est ça le débat qui est intéressant, parce que on demande à nos élus de diriger alors qu'ils ont l'État à côté le pouvoir, c'est l'État. On y pense. Quand on pense encore, c'est bien parce qu'on a échoué quelque part. Puisque quand on pense encore qui dirige véritablement la Guadeloupe, si vous interrogez comme ça spontanément des gens qui sont hors des caméras, ils vont vous dire l'État. Ils vont vous dire c'est l'État, c'est le préfet qui décide, qui tire les ficelles. Ensuite, effectivement, les gens vont dire il y a la région, il y a les collectivités, etc. Mais sont-elles, donc c'est un glissement du pouvoir de l'État qui avait délégué son autorité à un lobby économique, donc association d'économie et du politique. Ensuite, nos élus qui apparaissent et qui émergent, mais la question qui se pose, ont-ils cette capacité de façader avec
avec l'État quand l'État décide d'imposer quelque chose qui est contre nos propres intérêts. C'est ça qui intéresse les gens. Avons-nous cette possibilité? Et c'est là toute la problématique. Henri, et puis il y a Luc qui voulait intervenir, Samuel, Michel. C'est quand même... on est vraiment on est dans un dilemme, parce que quelque part, il y a beaucoup de gens qui disent on ne voit pas pourquoi il faut changer le statut. Est-ce que le statut va faire du développement? Je ne connais aucun pays qui n'a pas de statut. Et j'aime bien qu'on me dise ça parce qu'on est dans un statut. C'est pas qu'il n'y a pas de statut, on a un statut. Donc on parle de changer de statut. Mais on a un statut pour l'instant. Bon. Mais ce statut, il est clair. Il est dans un système qui fonctionne. Il y a un président de la République qui dirige un pays. Pour l'instant, c'est ça. Donc en Guadeloupe, son représentant, c'est le préfet. Finalement, je dirais, il n'y a pas que le préfet d'aujourd'hui. Karenko était un mec très actif. Moi, j'ai bien connu Karenko à l'époque parce que j'avais quelques fonctions à l'époque dans les institutions. Et c'est quelqu'un qui était très actif. Mais c'est vrai que le pouvoir, le vrai pouvoir, reste quand même le pouvoir d'État. Ce qui est quasiment logique d'ailleurs, parce que notre système, notre statut fait que le vrai pouvoir aujourd'hui chez nous, c'est le pouvoir de l'État. Parce que c'est le statut, c'est ce statut-là qu'on a. C'est le pouvoir de l'État. Et donc à ce moment-là, suivant, alors c'est vrai que des fois on peut avoir des préfets qui, mais c'est des questions stratégiques. Quand un préfet ne bouge pas beaucoup, c'est que ses donneurs d'ordre le demandent de ne pas bouger. Ça vient toujours du nom de l'Élysée. Sinon, on le déplace, s'il ne bouge pas, s'il ne bouge pas suffisamment à leur goût, il va être déplacé. Parce qu'on le déplace d'un jour à l'autre. Le prochain mercredi, il saute. Donc, quand un préfet bouge, alors, et aussi des fois, on met un préfet qui doit bouger. On a assisté à des moments où des préfets n'ont pas respecté l'ordre. Et ça, on va en revenir. Oui. Et Luc doit bien se rappeler de ça. Il y a un préfet qui n'a pas respecté les ordres. Et c'était à cette époque-là. Bon, il a fait comme il voulait. Il était sûr qu'il allait casser l'un des présidents indépendantistes, et puis il a mis tout en œuvre dans ce sens-là. Bon, mais ceci étant dit, là maintenant, le vrai... Alors, mais moi, j'ai un autre problème. Parce qu'effectivement, comme disait Vita, là, on parle de pouvoir de façon théorique. Mais notre réalité guadeloupéenne, même si on a le statut dont on parle, le peuple qui, et j'avais dit l'autre fois, ça a un peu choqué, je dis schizophrénie, mais le peuple qui a des réactions bizarres, parce que des moments, il exige un pouvoir qui est celui de l'État, et d'autres moments, il dit je veux un pouvoir local, suivant quel est le débat. Il y a des moments, il préfère avoir un pouvoir. Il cherche un pouvoir local. Il cherche qui peut avoir, qui a ce pouvoir local. Ce pouvoir local n'a jamais existé. Il n'existe pas? Mais il n'existe pas ce pouvoir local. Il n'a jamais existé. Ce n'est pas parce que je te donne de l'argent à distribuer et le seul pouvoir que tu as, c'est de le distribuer et peut-être de donner plus à un ou à l'autre, que c'est un pouvoir, ça. C'est un petit pouvoir. Un tout petit pouvoir de contrôle. Alors, je comprends votre difficulté, puisque volontairement j'ai posé cette question. Pour diriger, faut-il avoir du pouvoir? Oui. Et à cette question-là, je pense Harry, vous essayez d'y arriver. Bon, moi je partage l'analyse d'Harry, jusqu'à présent, en tout cas, on a changé. On n'a pas de pouvoir. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Samuel, tout à l'heure, en parlant des collectivités majeures. Il n'y a rien qui m'irrisse le plus d'entendre parler de collectivités majeures. On est majeur lorsqu'on décide pour soi. Hein? En quoi le conseil départemental, le conseil régional sont majeurs? Aucune décision fondamentale concernant notre présent et notre avenir ne peut être prise ici sans l'accord, sans l'aval, sans la décision du préfet ou de l'État. On va dire ce qui se passe à Saint-Martin. À Saint-Martin, il y a pourtant une collectivité territoriale avec une large autonomie. 74. Article 74. Eh bien, sur la question, effectivement, du plan... plan de prévention des risques naturels, l'État s'est montré sourd et aveugle, a décidé d'appliquer sans tenir compte des avis des responsables de la collectivité et de tous les membres. C'est-à-dire qu'il y avait l'unanimité. Et il a fallu que le peuple, effectivement, avec ses moyens, s'insurge pour qu'enfin Mme Girardin, après qu'elle est menacée, elle a dit cessez vos désordres comme si c'était des enfants, arrêtez de faire du bruit, de bloquer les routes, et à ce moment-là on va discuter. Bon, elle a sûrement dit on sort des ordres, et elle a dit maintenant on suspend pendant 3 mois.
mais tout ça pour dire que voilà des représentants d'un peuple, le peuple saint-martinois, qui ont été bafoués de leur dignité parce qu'ils ont fait des propositions en disant qu'on peut construire des abris paracycloniques et tout en préservant, si vous voulez, l'habitat des gens qui sont là depuis des décennies. L'État a dit, niet, on applique. C'est-à-dire que vous n'avez pas votre mot à dire, vous êtes des sujets. Eh bien, nous sommes aussi en Guadeloupe confrontés au même problème. Le préfet aurait la même réaction parce qu'on considère que nous, Guadeloupéens, nous sommes sur ce territoire, mais nous sommes des locataires et non pas des propriétaires. Donc nous n'avons pas de collectivité majeure. Nous aurons des collectivités majeures lorsque nous sommes en capacité de légiférer, de faire des lois. Michel. Oui, je crois qu'on... Le débat est très intéressant, mais en même temps, il n'est pas évident dans la mesure où on peut prendre plusieurs directions. Par exemple, quand tu parles de pouvoir, il y a le pouvoir de gestion, il y a le pouvoir de décision. Effectivement, on est absent dans ce qui est le pouvoir de décision. On est peut-être présent dans une question de gestion, ça n'y a pas de problème, il y a pas de case, mais case là pas tant. Là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je distingue bien le diriger du gouverner. Effectivement, il y a des gens qui gouvernent, mais ceux qui gouvernent ne sont peut-être pas ceux qui dirigent, parce qu'il y a derrière des forces ou des lobbies ou toutes sortes de choses. Mais de manière très claire, quand qui a mené le monde, et là c'est pas la Guadeloupe, quand qui a mené le monde, c'est l'argent. Donc on peut pas penser la Guadeloupe qu'à distinguer du monde à niveau là. Qu'est-ce qui a mené la Guadeloupe aussi, c'est l'argent. Donc je reviens à ce que je disais au départ. Ce sont nos choix ou nos non-choix, ou nos mauvais choix, ou notre conscience, ou notre absence de conscience qui mène réellement la Guadeloupe. Maintenant qui la gouverne, effectivement, il y a des élus qu'on met, et encore, je reviens, ces élus, ils sont là par rapport à nos choix, qui peuvent être bons ou mauvais. Mais réellement, qui a mené, c'est conscience en nous, ou absence de conscience en nous. Qui a fait, ça, et ça, Luc dit là, totalement vrai, ça qui a fait de Saint-Martin là, c'est exactement ça qui peut fait en Guadeloupe, hein. Et c'est exactement ça qui j'ai fait, à des formes qui sont complètement déguisées aussi. Donc, en fait, nous pas qu'à... Aucune institution ne mène réellement pour moi. Et aucun homme ne mène la Guadeloupe au sens... Alors, justement, qui dirige? Michel a dit, ça qu'a dirigé, je dis le monde, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Qui nie l'argent? Mais écoute, l'argent... À pas question de qui moun qui nie, c'est qui moun qui... Ça peut être aussi qui moun qui baille, qui moun qui distribuer, qui moun qui prend. Donc, si on moun qui distribuer, c'est qu'il nie. Mais il pas qu'à distribuer. Oui, mais qui moun qui nie, c'est... Parfois, c'est les lobbies. C'est des organisations qui clairement désignées, en tous les cas, qui l'a derrière, qui l'a pour faire profit, et puis voilà, on n'est pas là pour le reste, ils consomment, point barre. Et nous, notre pouvoir maintenant, à nous, peuple, c'est de savoir comment on consomme, quel pouvoir économique que l'on donne à la Guadeloupe, et là, par contre, ça revient à la conscience de chacun, et à la conscience du peuple guadeloupéen. C'est pour ça que je dis qu'à la base même, le maître, ça peut être nous, le maître de manœuvre, ça peut être nous, mais c'est par nos choix ou nos non-choix. Mais aujourd'hui, qui dirige la Guadeloupe? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est Samuel. Alors, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, pour aller un peu dans le droit fil de ce que dit Luc, c'est vrai que lorsque j'emploie le terme de collectivité majeure, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire le département, le conseil régional, ce ne sont pas des villes, des communes, ce ne sont pas des mairies, donc. Elles ont ce pouvoir de diriger quelque part dans une sorte de strate d'organisation. Donc c'est elles qui déterminent pour la plupart soit la politique culturelle, sportive, économique, d'insertion et tout ça. Donc c'est en ce terme-là qu'elles sont majeures. Mais c'est vrai que nous sommes encore un pays français, donc forcément c'est le président de la République qui est le patron de tout ça, c'est le vrai chef. Après, qui va déléguer son pouvoir au préfet. Et lorsque le préfet, par contre, et là je ne suis pas d'accord, nos élus ont un vrai pouvoir. Ils ont un vrai pouvoir, il faut en user, il faut en abuser. Parce que d'un élu à l'autre, on verra que le préfet, forcément, n'a jamais le même fonctionnement. Il y a toujours eu des préfets en Guadeloupe, il y a des préfets qui sont hyperactifs. Pour répondre à Didier, oui, le préfet qui est là, il est dans le droit fil de ses prérogatives. Il ne sort pas de ses prérogatives. Il ne va pas organiser une journée sportive ni une journée de nautisme. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire régner l'ordre, la police et prendre des décisions, par exemple sur la prévention routière, c'est la compétence de l'État. Donc, c'est vraiment attaché à la personne. Et pour peu que l'élu du pays ait une certaine acquaintance avec le pouvoir en place de l'Hexagone, eh bien forcément les choses changent. Parce que j'ai été quand même dans une équipe régionale et j'ai vu des choses et c'est vrai que j'avais l'impression qu'on avait un vrai pouvoir.
Le pouvoir, à ce moment-là, est à Basse-Terre. Oui, c'est vrai. On avait une présidente de région qui avait une forte personnalité, donc forcément, les préfets composaient avec elle. Et les préfets, je peux vous dire, ils marchaient quand même à côté. Voilà, voilà, et composaient parce qu'il y avait une sorte de... Il y avait à tout moment des discussions sur tous les points de la Guadeloupe. Alors, lorsqu'on parle de radar, on a parlé de radar, on a parlé des décisions qu'on a prises pour la vente d'alcool, le rhum, ce qui a fait un énorme désordre parce que c'est quand même un produit purement local par rapport au champagne. Mais c'est vrai que le préfet, quand même, il a pris, je ne veux pas le défendre ici, mais c'est vrai qu'il a convoqué quand même quelques personnes, quelques élus, quelques maires, et qui n'ont peut-être aussi pas répondu. Donc, il a pris seul sa décision. Mais lorsque ça se fait, il ne faut pas qu'on s'en plaigne. Parce que il y a une chose aussi qui nous dessert, c'est que nos élus doivent savoir que sur certains dossiers, ils doivent forcément mettre de côté tout ce qui est parti, tout ce qui est clan, et marcher vraiment de manière groupée. Et lorsque le préfet voit devant lui des élus regroupés, il a forcément un autre comportement. On n'est pas le même. Je vous suis, Samuel. Oui. Donc, nos élus ne savent pas utiliser le pouvoir qu'il leur est donné. C'est ça. Je dirais un peu, oui, parce que les élus ont un vrai pouvoir. Et on le voit sur les... c'est quoi le pouvoir? C'est compétence ou pouvoir? Comment tu définis? Alors, on peut dire compétence. Si il faut être précis, on peut dire compétence. Je pense qu'il faut mais faire forcément, c'est un pouvoir. Entre pouvoir et compétence. On peut jouer sur les mots, mais c'est un vrai... Lorsqu'on a la possibilité de décider sur une action, de décider sur quelque chose, c'est quand même un pouvoir. Après, ce sont des pouvoirs qui ont été donnés par certaines compétences qui nous ont été attribuées. Mais ce sont quand même des pouvoir décider de quelque chose. Quand l'État ne peut pas décider seul, c'est vrai pouvoir. Parce que si l'État ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, voilà, je vais décider de ça du mémorial, je vais faire ça sur les routes de Guadeloupe, par exemple, on n'est plus sur, c'est pas le schéma de la DDE. Donc, il y a route de Guadeloupe, la Guadeloupe gère ça quand même. Donc, c'est un vrai pouvoir de décider de certaines choses. Donc, alors, on ne va pas gérer peut-être des radars qui sont installés sur les routes, mais on va gérer des schémas directeurs et tout ça. Donc, on peut quand même, et sur l'économie aussi, il faut le dire, par contre, on ne parle pas des grosses entreprises. Mais vous avez de grands groupes, d'ailleurs, lorsqu'un ministre arrive en Guadeloupe, il serait intéressant de voir qui est sur sa table et on comprend qu'il y a le vrai pouvoir. Parce que sans passer par les élus parfois, eh bien, ces hommes d'État convoquent un certain nombre de responsables économiques et c'est là que se passe le pouvoir. Et les groupes, on les connaît. Mais on va en parler. On va en parler. Alors, justement, tu es arrivé sur le terrain qui m'intéresse. Parce que finalement, depuis la décentralisation, on revient. Avant décentralisation, la décision économique dans un tas d'activités locales était prise par des représentants du pouvoir hexagonal. Étatique. Okay? Étatique. Bon. Depuis la décentralisation, le pouvoir s'est rapproché. Mais ce pouvoir-là, on utilise toujours le terme de pouvoir, c'était, je reviens sur ce que je dis, c'est un pouvoir de redistribution. Mais en définitive, ce qui s'est passé, nous avons trouvé subitement des élus qui se sont trouvés avec un pouvoir qui est celui de créer l'économie. Parce que quand on parle d'économie, avec la décentralisation, il n'y a pas qu'ici, parce qu'il y a Marseille, de Ferrand a fait des hommes très riches. La politique a fait des grandes richesses. D'ailleurs, si on regarde bien, depuis 1980, même en France, les hommes les plus riches ont été créés par des actions politiques. Absolument. Donc, quand on dit l'économie a le pouvoir, souvent c'est une affaire d'un partenariat. Je te tiens, tu me tiens. Parce que quelque part, je te tiens, tu me tiens. Parce que finalement, c'est donnant-donnant. Oui. Le politique crée cette puissance économique. Et la puissance économique fait un renvoi. Et c'est un jeu qui a tourné tout le temps. Je me rappelle, à une époque, dans le Canard, il y avait... le Canard, je avait sorti un truc où Dassault était en train de déjeuner avec un ministre. Et on montrait qu'en dessous, il y avait 3 enveloppes. Et Dassault avait dit, mais c'est pas si facile d'acheter un ministre. Bon, mais on savait que ça marchait comme ça, le système fonctionnait. Il fonctionnait pendant longtemps, il continue à fonctionner comme ça. Mais c'est pas qu'ici. Donc, ce qui se passe, mais par contre, là où je considère qu'il y a un problème qui se pose, et ça peut gêner des décisions importantes. 2003, au vote de 2003, dans le milieu patronage, j'ai souvent entendu des patrons me dire, ouais, mais si on fait une seule collectivité, sous pas chez le président là, on peut travailler. Ça m'a toujours choqué. Parce que comment peut-on considérer qu'un entrepreneur considère que
son travail consiste d'abord à être en accord avec le président pour qu'il puisse bosser. Or, quelque part, on a créé un système pour essayer d'éviter ça. C'est un système de marché avec des règles. Il y a des appels d'offres et on doit répondre et on doit gagner en toute objectivité. Mais on est toujours, et ça c'est l'autre aspect, on est toujours dans une recherche de lobbying. Quand il y a un concours quelconque, c'est le téléphone qui marche tout le temps. Donc là on a un problème, on a un vrai problème à résoudre. Et ça c'est le grand débat qui sera à résoudre ici d'ailleurs, en Guadeloupe. Parce que moi je considère qu'on a pris de très mauvaises habitudes et que si on veut faire fonctionner ce pays-là, il faudra changer ces habitudes-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'espace-temps, le pouvoir peut changer entre guillemets les pôles? Prenons l'exemple de 2009, lorsqu'il y avait cette mobilisation LKP. On a souvent entendu dire, puisque vous dites oui, mais quand on va poser la question aux Guadeloupéens, qui dirige la Guadeloupe, qui a le pouvoir, ils vous diront c'est soit le président de région ou du département, etc. Mais à ce moment-là, la population disait oui, le pouvoir était entre les mains du LKP. Donc, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là lorsqu'on parle de pouvoir? Est-ce que c'est statique? Est-ce que ça peut bouger? Comment est-ce que vous voyez les choses? On passe aussi le pouvoir tu mets au LKP pendant un certain nombre de jours, pays là, tu es au point mort. Donc le pouvoir, c'est quand tu prends les rênes pour faire quelque chose. Je ne vois pas les choses ainsi, mais je cerne mal l'idée qu'on puisse avoir du pouvoir, parce qu'il faut distinguer la gestion de la direction. Et voilà, et pendant 2009, j'ai pas senti que le pouvoir était, la preuve en est, certains grands patrons, c'est là qu'ils ont fait des bénéfices. Quand on parle de pays, pour moi, la notion de pouvoir, pour moi, quand on parle d'un pays, c'est celui qui a la capacité de dire nous allons mettre en place pour l'avenir telle politique et qui a la capacité de mettre en place cette politique-là. Ça, c'est ça le pouvoir. Tant qu'on ne peut pas avoir ça, il n'y a pas de pouvoir. Parce que dans l'état d'un pays, parce qu'il ne faut pas considérer, on ne parle pas de pouvoir multidivisé, non. Un pays, c'est une entité. Un chef d'entreprise dans une entreprise, il y a un seul chef d'entreprise. Il n'y a pas deux. Il y a un chef d'entreprise, il prend des décisions, il peut avoir des collaborateurs très compétents, tout ce que vous voulez. Il va faire des réunions avec ses collaborateurs, avec tout le monde, mais il y en a un qui va trancher. Point. C'est lui. Et c'est là où souvent on se trompe. Parce que ce moment-là, j'ai déjà vu des entreprises où le chef d'entreprise a disparu. Les cadres étaient convaincus que c'était eux qui menaient l'entreprise. Quand le chef d'entreprise a disparu, l'entreprise a plongé. Parce que la notion de prendre les décisions, trancher, cette notion-là n'est pas comme ça, n'est pas apportée. C'est ça qui fait la différence entre le meneur, l'homme vraiment de pouvoir. Mais le pouvoir, c'est pas simplement, on me donne pas, c'est la capacité d'aller au bout. Nous constatons, et d'ailleurs ce débat-là, on l'a pris localement, mais aujourd'hui, on pourrait poser ce débat-là au niveau national. Regardons ce qui se passe en France et posons-nous le problème du pouvoir aujourd'hui. Qui a le pouvoir en France aujourd'hui? Qui dirige quoi? Qui a le pouvoir? Il y a des institutions en place, mais nous constatons qu'on n'a jamais réussi à réformer la retraite de France parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui sont faits avec le peuple. Ouais. Bon, mais non, parce qu'il y a un président qui a quand même le pouvoir avec un parlement. Il est majoritaire, à partir du moment qu'il est majoritaire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a aligné les deux pour éviter les cohabitations. Mais théoriquement, là, il peut passer en force. Il décide, il passe sa force. Ça va donner les casques que ça peut donner. Mais par contre, je pense que dans le pouvoir, dans la direction française, ça fait 30 ans qu'on tourne en rond. Parce que justement, je trouve que la France a glissé au fur et à mesure dans un fonctionnement où on a fait plus de politique que de vraiment prendre des décisions objectives pour mener un peuple à quelque chose. Il est évident, mathématiquement depuis longtemps, que la retraite avait besoin d'être organisée autrement. A besoin d'être organisée autrement. C'est mathématique. L'évolution du temps, l'évolution, les durées. Écoutez, vous avez des gens qui vivent à 80 ans aujourd'hui en quantité. Faites un calcul mathématique, vous voyez combien il faudrait prendre sur leur salaire. Si on veut que leur salaire paye leur retraite, mais on finira très rapidement à prendre 50-60% du salaire. Parce que les gens vivent autant de temps qu'ils bossent. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, je connais beaucoup de gens qui sont morts, mais ils ont eu leur retraite. Le calcul est simple. Il ne faut pas oublier que ce sont les générations à venir qui ont payé pour les autres. Bon, on ne va pas faire le débat sur la retraite. Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve, et c'est ce dont on a souffert en Guadeloupe jusqu'à présent, et c'est là où je dis qu'en Guadeloupe, quand on parle de pouvoir, il n'y a pas eu. Parce que le préfet, quand il passe, il reste 2 ans.
un pouvoir, le vrai pouvoir, et la vraie direction ne se fait pas en 2 ans. Ça veut dire que je fais une programmation et je dois être capable d'assumer cette programmation, même si ce n'est pas personnel. Mais il y a en place quelque chose qui fait qu'un individu va propulser, quelqu'un d'autre prend le relais. Mais on a un programme, on fait quelque chose. Aujourd'hui, ça ne se fait jamais. Et ce dont j'ai le plus horreur, c'est que j'entends maintenant, et ça c'est le débat actuel, on parle de congrès, j'entends tout le monde dire c'est pas le changement de statut qui va changer quelque chose. Montrez-moi qu'on peut faire et après à ce moment-là on va changer de statut. J'ai jamais vu ça. Ouais, Moi j'ai jamais vu ça. Moi je comprends pas. Et ce sont des gens responsables qui disent ça. Nous devons marquer une courte pause. Donc nous marquons cette pause et je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. À tout de suite. Voilà, donc nous revenons au sein de notre émission, que les choses soient dites, avec un thème important qui dirige véritablement la Guadeloupe. Et puis, je sais que vous êtes nombreux à attendre pour nous appeler. Donc, vous aurez l'occasion de le faire à partir de questions. Donc, nos invités veulent réagir. Didier va le faire tout à l'heure puisque Luc avait, avant la pub, demandé à intervenir. Oui, c'était pour rebondir un peu sur les propos d'Harry Ancelade, qui disait que le vrai pouvoir, c'est la capacité de décider, notamment au niveau économique. Et je voulais interpeller un peu tout le monde sur ce plateau pour dire, si demain, par exemple, aujourd'hui, dans ce contexte, le président de région, surtout lui, puisque c'est l'économie de la région, voudrait vraiment, je dirais, protéger la production intérieure du pays. Est-ce qu'il le pourrait? Voilà. Est-ce qu'il le pourrait? Même s'il le voulait, est-ce qu'il le peut? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, de par notre intégration à la France et à l'Europe. Bon, je poursuis sur l'économie parce que tout à l'heure, Michel a dit une chose importante, le vrai pouvoir, c'est l'argent. Je dis, il faut le dire, parce que les choses soient dites, c'est bien le nom de l'émission. Donc, en dehors du pouvoir visible, entre guillemets, des compétences des uns et des autres, il y a également le vrai pouvoir de l'argent. Et le FKNG que je représente ce soir, c'est Force pour construire sur Guadeloupe, s'apprête dans les jours qui viennent à sortir justement un document sur les puissances d'argent en Guadeloupe, mais aussi dans les différentes colonies de la France. Et on va s'appuyer surtout sur le cas, donc, puisqu'il faut dire les choses, de GBH, c'est-à-dire du groupe Bernard Ayotte. Et ce qui se passe actuellement à La Réunion nous concerne, parce que Bernard Ayotte est sur le point, en tout cas depuis juillet, d'acquérir, je dirais, une filiale du groupe Casino qui s'appelle Vendémia. Et s'il fait cette acquisition, Bernard Ayotte deviendra, je dirais, le plus gros industriel, enfin le plus gros donc, entrepreneur donc, de La Réunion. Et aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros sur La Réunion. Si cette intégration qui pose problème, parce qu'effectivement, il aura une position dominante sur, je dirais, sur le secteur marchand donc de La Réunion, et bien demain, en 2021, il risque de peser 2 milliards d'euros, c'est-à-dire un tiers des 6 milliards que consomment tous les Rionnais. Oui, mais ça nous concerne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je dirais, cette progression tentaculaire du groupe Bernard Ayotte, qui est également présent ici, qui a pratiquement les mêmes entreprises qu'en Martinique, qu'en Guyane, qu'à La Réunion. Ici, il a donc Toyota, il a Renault, il a Nissan, il a Dacia, il a Hyundai, il a Volkswagen. Il a également des cosmétiques, il est dans le béton, dans les carrières, il est responsable propriétaire d'Europecar, de Jumbocar, de Michelin, de Pirelli, de Bridgestone. Il possède 11 carrefours en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Kanaki, en République dominicaine, etc., etc., Monsieur Bricolage, et j'en passe, Donc tout ça. Vous avez oublié quelque chose. Oui. Puisque si les Guadeloupéens ont... Je termine, pourquoi? Parce qu'il faut... Oui, gardez le fil. Hein, dans la liste là, de ce que GBH possède, etc., GBH permet aux Guadeloupéens de s'amuser, puisque, rappelez-vous, hein, pas si loin de nous, Kassav. Ah non, mais écoutez... GBH a sponsorisé. Mais c'est pas ça qui change quoi que ce soit l'analyse. Non, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les GBH permet aux Guadeloupéens de danser sur Kassav. Bon, passons. Alors, vous savez, non, déjà à l'époque... Non, mais ça n'est pas du tout... Ce n'est pas contradictoire. Oui. Déjà à l'époque romaine, c'était du pain et des jeux. Hein. Donc, donner du pain et des jeux au peuple et il se taira. Et aujourd'hui, on donne du Kassav. Non, mais... Non, mais en fait, je ne pose pas de jugement sur ça. Ce n'est pas un jugement. Je dis que tous les grands groupes qui sont millionnaires ou milliardaires, parce que le groupe Bernard Ayotte, il fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Hein, il y a moins de 10 ans, il était à 1 milliard. Il a multiplié par 3 en presque 10 ans, par sa stratégie effectivement tentaculaire de tout accaparer. Eh bien, vous avez tout à l'heure dit, est-ce qu'on peut effectivement quantifier le temps? Eh bien, moi, justement, ce soir, je dis une chose. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de ce qui s'est passé hier. Je rappelle quelques dates. Eh bien, le 27 mai 1848, c'est la seconde abolition de l'esclavage. 30 mai 1849, un an après, c'est l'indemnisation payée aux propriétaires de ceux qu'on appelle esclaves. Donc, nos ancêtres, que nous on n'appelle pas esclaves, mais qu'on dit africains réduits de l'esclavage. Et donc, depuis là, la famille Ayotte, puisqu'il s'agit de Ayotte, qui sont en Martinique depuis le XVIIe siècle, donc depuis 1600 et quelques, ils ont bâti leur fortune sur l'esclavage. Aujourd'hui, ils ont grandi, mais on ne peut pas nier le fait que la plupart des familles, je dirais, béquées martiniquaises, qui ont le pouvoir économique ici, comme ils l'ont en Martinique, eh bien, ont tiré à l'origine leur richesse de l'esclavage et de l'indemnisation qu'ils ont eue en 1849. Donc, pour nous, il y a différentes lois depuis cette loi d'assimilation de 1946 qui ont été, notamment la loi de décentralisation de 1982. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans nos relations avec ceux qui étaient effectivement, entre guillemets, propriétaires de nos parents? Donc je crois qu'il nous faut également mettre une dose d'histoire pour dire que rien de fondamental n'a changé. Ceux qui possédaient sont encore plus possédants qu'aujourd'hui et ceux qui n'ont jamais rien possédé, non, c'est toujours rien, sauf qu'ils sont juste des consommateurs. Didier. Oui, en fait, vous comprenez encore mieux pourquoi il fallait que M. Guénet s'exprime à ce sujet-là. Ceci étant dit, la passerelle entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Je retiens qu'un chef d'entreprise a une formation, il a un garage de mécanique, il a une formation. Donc il dirige sa société, mais avec un acquis, une expérience et une formation. Mais on n'oublie pas qu'un politique peut être plombier, électricien, médecin, et il est au pouvoir, entre guillemets. Et disons qu'il est plombier à la base, il faut qu'il prenne des décisions sur les consommations électriques du département, par exemple. Donc là, il y a déjà une difficulté. Après, son entourage peut ou pas intervenir, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui décide. Donc, moi, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je me suis exprimé, c'est que le problème de compétence aussi, et pour moi, voilà, c'est le vrai problème qu'on a dans le pouvoir, c'est est-ce que les gens qui nous gouvernent et les gens qui sont au pouvoir ont les compétences pour l'être aussi. Je pense que ce sont des questions qu'on peut se poser, parce que, indépendamment du fait que le pouvoir économique, oui, mais moi je n'aime pas trop tirer sur l'économie, parce que quelque part je me dis que, indépendamment du fait que pour un certain nombre de personnes, on peut aller chercher très loin, d'où sortent les fortunes et comment ces gens-là sont encore en haut de l'affiche. Mais pour d'autres, ils se sont battus pour avoir aussi voilà, ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Donc quelque part, après au niveau de la prise de décision même du politique, c'est bien là qu'il faut aussi qu'on se questionne. Est-ce que ce sont les bonnes décisions qui sont prises tout le temps, puisque ce sont des gens X ou Y qui sont au pouvoir? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Je voulais une phrase que j'ai oubliée, c'est important. Il faut quand même répondre à cette question. Qui dirige j'ai pas terminé. Une phrase. Si j'ai développé sur la partie économique, sur le fait qu'il y a des puissances d'argent qui mènent, c'est pour dire que en réalité, les vrais décideurs, ce sont ceux qui ont l'argent. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. J'ai pas porté ma conclusion, c'est bien cela. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la question qui est posée, est-ce que ça a changé? Puisque la France, l'État français a toujours fait délégation de son autorité coloniale entre les mains des blancs pays, des lobbies blancs pays. Donc les choses, et ce que Luc vient de dire, prouve que cela n'a pas changé, puisqu'il y a toujours une association très étroite entre le pouvoir et politique et le pouvoir économique. Mais moi, ce que je voudrais simplement dire, puisque la question est de savoir est-ce que nos élus ont du pouvoir ou ils ont des compétences. Ils ont des compétences, c'est sûr, et plus l'État donnera des compétences aux régions, plus ils en auront en général. Mais la seule question à se poser pour savoir si on a le pouvoir, c'est peut-on, en tant qu'élu guadeloupéen, décideur, enfin, entre guillemets, peut-on prendre un chemin contraire à l'intérêt de l'État?
Si on peut me dire ce soir que c'est possible, je dirais oui, on a du pouvoir. Moi, je pense que justement, tout est bien, il y a une façade, il y a un semblant, mais la réalité est la suivante. Quand on est face à, comment dirais-je, un intérêt de l'État, eh ben, on est obligé de reculer. Je prends l'exemple précis qui avait beaucoup choqué les Guadeloupéens à l'époque, l'épandage aérien. Par exemple, c'était l'intérêt de l'État à ce moment-là de soutenir des lobbies qui vendaient le produit. D'accord? Ils savaient très bien qu'ils aggravaient la situation du chlordécone. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un juge, une femme d'ailleurs, un juge administratif qui a dit non, l'intérêt de la Guadeloupe qui est déjà abîmé par le chlordécone, il n'est pas question qu'on continue l'épandage aérien quand on sait de quoi est composé le produit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu un ministre de l'Outre-mer guadeloupéen qui a obligé un préfet, qui était à l'époque guadeloupéenne, de reprendre. Elle annulait, le juge annulait, on obligeait le préfet à reprendre un arrêté. Ce qui prouve bien, ça je pense que c'est un exemple très clair, que quand il y a l'intérêt de l'État, et il n'y a eu aucun élu local capable de résister à cela. Donc l'intérêt de l'État, tant que ça ne porte pas ombrage à l'intérêt de l'État, on peut y aller. On peut faire semblant, quand il y a l'intérêt de l'État, c'est fini, on recule. Donc c'est là, on ne peut pas dire à ce moment-là qu'on a un vrai pouvoir quand on est élu local. Alors, nous avons un appel de téléspectateurs, nous le récupérons puisque certains Guadeloupéens ont dit oui, mais nous voulons poser des questions aux invités, nous voulons mieux comprendre et quelquefois nous n'arrivons pas à le faire, donc nous récupérons déjà un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, alors je téléphone de Paris. Hein. Oui, je téléphone de Paris. Et je téléphone par rapport au pouvoir du préfet. Le pouvoir du préfet n'est pas spécifique à la Guadeloupe. Je ne sais pas, les gens qui sont là, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Bounet? Bounet avait été nommé dans le Pays basque. Et au Pays basque, il a mis KO les Basques. D'ailleurs, les Basques ont déposé les armes et il a été remercié. Et fort de ce succès, Chevènement l'a envoyé en Corse. Et en Corse, il s'est vu pousser des ailes, il a pris des super pouvoirs, il a fait sauter des paillotes et tout ça, et ça s'est retourné contre lui, et il a même été condamné. Alors, une deuxième chose que je remarque, c'est que ça me choque toujours. En Guadeloupe, quand il y a des problèmes privés, notamment des grèves dans les commerces et tout ça, on voit les syndicalistes qui ont très bien compris le super pouvoir du préfet. La première chose qu'ils disent, je vois ça à la télé, on peut faire la idée, qu'un préfet a dit, un moyen à qu'un préfet là, comme si le préfet était leur beau-père. Alors moi je ne comprends pas. On s'en fout bien que c'est le préfet qui a tout le pouvoir. Voilà, merci. Merci, monsieur. Oui, il a pris deux exemples de des pays qui étaient au moins autonomistes. Donc, je veux dire, le Pays Basque, la Corse. Alors, je veux dire, il faudrait parler du préfet. Il a raison. Le pouvoir du préfet, c'est un pouvoir quand même. C'est comme ça. Le système, c'est établi comme ça. Bon, sauf que, effectivement, ici, ce qui se passe. Bon, parce qu'il faut reconnaître une chose quand même. Hein. On ne parle jamais. Jusqu'à présent, on a oublié le vrai pouvoir. Qu'est-ce qui équilibre le débat en France? C'est la presse. Ici, il n'y a pas de presse. Oui. C'est la presse, monsieur. Le canard enchaîné, qui a l'air tout bête. Mais le canard enchaîné a un pouvoir extraordinaire. Et vous l'avez bien vu. Sinon, on aurait aujourd'hui Fillon comme président. Bien sûr. Mais le vrai pouvoir à ce niveau-là, mais c'est la presse. Certaines presses tiennent. Et c'est pour ça d'ailleurs, on parle d'économie. Les hommes qui ont l'argent sont entrés dans la presse. Ils sont tous patrons de presse. Tous ceux qui ont l'argent. Et aux États-Unis aussi, le débat est posé. Et on voit ce qui se passe avec Donald Trump et Washington. Donc, c'est ça le vrai pouvoir. Nous, on n'a pas ça ici. Alors, là, et c'est là où je vais faire un parallèle, parce que quand on parle de pouvoir et de qui dirige, il faut reconnaître que, pour moi, jusqu'à présent, malgré tous les efforts qui se font, le système colonial fonctionne comme ça. Mais ce n'est plus
je dirais, c'est même plus une volonté réelle, c'est une réalité qui se fait tout seul. Et pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde bien, et je reviendrai sur ça, on parle de pouvoir. Il y a le pouvoir qui se donne et le pouvoir qui se prend. Un responsable politique guadeloupéen, s'il se veut responsable, il y a un conflit quelconque en Guadeloupe, je considère qu'il doit être le premier à parler et dire au préfet, nous considérons que la bonne chose ce serait que vous fassiez ça, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de gagner. Mais nous, en tant que Guadeloupéens, nous considérons que c'est ce que vous devez faire dans ce pays-là. Jamais aucun élu n'a osé faire ça. Il ne se mêle pas. Et j'ai vu mieux. Il y a des élus qui sont allés chez le préfet pour dire vous intervenez, et après qui appellent qu'ils n'intervenaient pas. Bon, dans des situations. Bon, ça c'est. On va. Alors. Oui. Alors, je vais quand même revenir sur. On a dit beaucoup de choses. Mais l'économie. Alors, je reviens parce qu'effectivement. Alors, on a oublié encore un autre aspect. Quand on regarde l'évolution des choses, il y a aussi un autre pouvoir qui a pris de la force sur le plan hexagonal et qui a eu moins de possibilités de prendre la force sur la Guadeloupe. La justice. Alors, l'avocat des poils dit non. Mais quand on regarde, la justice a pris le vrai pouvoir en France, et justement, ça limite le pouvoir de l'économique, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on peut être archi-milliardaire, mais se faire condamner. Samuel. Et ensuite, Michel. Donc, pour juste répondre au monsieur qui vient d'appeler, les préfets n'ont pas les mêmes rôles en hexagone qu'ici, en hexagone, puisque le pouvoir est proche en métropole. Le président de la République est là, les ministres sont là. Lorsque le préfet est dans un département, son pouvoir se trouve multiplié par 10, puisqu'il devient le véritable représentant de l'État. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on se trompe parce qu'il n'existe pas un pouvoir, il existe des pouvoirs. D'ailleurs, Harry parle du pouvoir de la presse. Le pouvoir économique, encore une fois, il est partout. D'ailleurs, vous allez voir dans ce qui se passe en France actuellement. Le président de la République, avec tous les pouvoirs qu'il a, il ne peut pas décider de ce qu'il veut. Il y a pouvoir seulement, il y a pouvoir central et pouvoir absolu seulement lorsqu'on est dans un pays totalitaire. Mais lorsqu'on est dans un pays démocratique, on doit jouer avec les différentes forces en présence. Il y a un vrai pouvoir syndical, oui, il existe, puisque en 2009, on l'a vu, on a raté peut-être le coche, mais je pense qu'en 2009, si le pouvoir syndical, les associations réunies dans ce fameux lionnage, est allé dans la même direction avec les élus, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu mettre les élus d'un côté, comme si il y avait le pouvoir syndical et il y avait les élus qui étaient déjà avec l'État. C'était la première erreur. Parce qu'il y a des élus qui étaient prêts à marcher aux côtés des syndicalistes. Oh. Oui, il y a des élus qui étaient prêts à le faire. Oui. Enfin, ils sont arrivés. À l'époque, je dirais, ça reste à voir. Non, il y avait des élus qui, je ne vais pas les nommer, ça fera des jaloux, mais il y a des élus qui voulaient, parce qu'ils ont compris, peut-être qu'ils ont compris après, puisque ça a été déclenché par ces associations, puisqu'il y a un travail de fond qui s'est fait avant, on n'a pas vu venir la chose, et quand le LKP est sorti, depuis la première sortie, il y avait 20 000 personnes dans la rue, donc ça a surpris tout le monde. Fort de ça, les élus ne sont pas restés insensibles, ils se sont dit qu'ils vont... Mais c'est vrai qu'ils ont été gentiment mis de côté. C'était la première erreur, parce qu'il fallait qu'on parle peuple à ce moment-là. Deuxièmement, même aux États-Unis, le président des États-Unis, c'est le premier, c'est l'homme le plus puissant du monde, on dit, mais il n'a pas tous les pouvoirs, puisqu'on voit la puissance de l'NSA, des lobbies, des armes. Depuis combien d'années, à chaque fois qu'il y a des tueries aux États-Unis, Obama l'a dit à plusieurs reprises, il a même pleuré, il faut arrêter la vente des armes. Mais ça ne se fera jamais, puisque c'est vrai, c'est inscrit dans la Constitution, et ce sont des lobbies qui sont très forts. Donc, aujourd'hui, dans le monde moderne, il existe plusieurs pouvoirs. Le pouvoir économique reste déterminant, puisque ces gens-là, ils ont leurs entrées, l'argent, le pouvoir de l'argent. Et Luc l'a dit tout à l'heure, il faut parler du pouvoir de l'argent, puisqu'en Guadeloupe, il faut parler de qui n'a pas le pouvoir. C'est le peuple guadeloupéen qui n'a pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, les choses ayant été décidées depuis à la sortie de l'esclavage, on ne partait pas sur le même pied d'égalité pour se battre économiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a le pouvoir des banques. Lorsqu'on sait qu'il y a une seule banque locale qui prend sa décision sur place, toutes les autres décisions sont prises en métropole. Quel pouvoir vous avez pour dire que vous allez développer telle ou telle économie? Parce que forcément, les personnes qui sont déjà au pouvoir vont s'arranger pour que vos dossiers n'émergent jamais. C'est une réalité. Que les choses soient dites, c'est vraiment ça. Un Guadeloupéen n'a pas
la même chance de pouvoir réussir, de pouvoir avoir un financement que quelqu'un d'autre qui serait déjà en place, qui aurait déjà des cartes à sa disposition, des gens qui ont des... Le réseau. On a vu le président Lurel, effectivement, dans la loi, ce qu'on appelle la loi où il parlait d'égalité et de redistribution, effectivement, voilà, d'égalité réelle. Il s'est confronté à une force qui était bien là. Donc, essayez aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je ne vais pas donner encore, je ne vais pas parler de certains produits, mais si vous essayez de faire entrer certains produits en métropole, vous serez gentiment remercié par ceux qui sont en métropole. Vous me dire, messieurs, ça existe déjà chez vous, allez voir monsieur Intel, allez voir tel groupe. Donc, quand vous êtes... le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas, on ne s'est pas développé et qu'on n'a aucune chance de le faire demain, c'est ce qui, quelque part, me dérange le plus. Parce qu'aujourd'hui, même si on prend un pouvoir économique, il ne sera jamais total, il ne sera jamais égal. Puisqu'on a le vrai problème, c'est qu'on a une sorte de force communautaire en Guadeloupe, plusieurs communautés qui ne se parlent pas. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire. Un jour, il faudrait bien s'asseoir avec ceux qui sont déjà là pour dire redistribuons les cartes, mais ça se fait de manière... il faut le faire. Mais il ne faut pas se regarder en chaîne de faïence parce que le problème est là. On ne va jamais émerger. D'ailleurs, il y a des pans entiers de l'économie qui nous sont presque interdits parce qu'on nous a mis dans une petite cour. Alors, vous allez jouer là. Nous, Africains descendants? Oui. Nous, Afro-descendants. Vous allez jouer dans cette petite cour-là. Mais lorsque vous allez essayer de passer de l'autre côté de la barrière, on va vous dire, monsieur, attendez, on vous tire votre oreille. C'est juste pas possible. Et les banques sont là pour veiller à ça. Donc, je pense que, donc, même lorsqu'on vous parle d'erreurs de gestion, de problèmes de difficultés financières, eh bien, quelque part, on vous conduit à ça parce que vous n'avez pas les moyens. Combien d'entreprises qui naissent en Guadeloupe avec un fonds de roulement, avec un vrai capital, avec des parents capables de dire, bon, si il a un problème, je peux mettre 200, 300, 400, 500 carrés sous la table, eh bien, il n'y en a pas des masses. En tous les cas, pas chez les descendants, les afro-descendants. C'est ça, donc, ce que tu dis rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Donc si on n'arrive pas à crever cet abcès-là, on n'arrivera à rien. Et on voit effectivement les entreprises qui se développent pendant que vous avez quelques difficultés pour monter des entreprises. Alors vous pouvez toujours ouvrir une roulotte. Mais si aujourd'hui vous voulez ouvrir une pâtisserie, ne serait-ce que là, si vous ouvrez une pâtisserie avec 150 carrés, 200 carrés, aujourd'hui il faut 500 carrés pour le faire. Et vous n'avez plus le droit à ça. Mais est-ce que c'est plus profitable de faire la roulotte? Peut-être, non. On peut le bosser si on veut. Voilà, c'est notre débat. C'est une question que j'ai posée. Voilà. Mais je dis qu'il faut une redistribution des cartes. Sans redistribution de cartes, il n'y aura pas de pouvoir partagé parce qu'il y a des pouvoirs, il n'existe pas un pouvoir. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, qui dirige véritablement la Guadeloupe? C'est cela la vraie question. Quel est votre avis là-dessus, Michel? Moi, j'ai dit, c'est l'argent. Après, pourquoi? Comment? Ça, c'est d'autres questions qu'on peut se poser. Dans quelles conditions? On peut en débattre pendant 40 ans. Mais qui m'a mené le pays là, qui m'a mené le monde, c'est l'argent, point barre. Par contre, si nous avons un petit pouvoir quand même, c'est le pouvoir personnel d'achat. Et là, par contre, même là, on a des attitudes qui sont parfois loufoques. Parce qu'on peut dire, on veut consommer chez un tel. On préfère consommer chez un tel et pas chez un tel. On a des petits leviers qui peuvent nous permettre, à nous, de faire peuple et de nous permettre de se construire. Et là, je vois que, voilà, à part les préfets, qui est fait, si on Guadeloupéen, 21, bon, d'autres mondes, pour monde vini. C'est nous-mêmes qui nous mauvais manie à présent aussi. Je m'explique. On a cette chance de pouvoir quand même résister. La résistance, c'est quelque chose de naturel. Et même là, des fonds, on n'a pas. Je suis propriétaire de foncier. Je vends mes biens. Je vends mon foncier à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et je ne le vends pas à un frère local. Qu'est-ce qui se passe? Dans 20 ans, ils vont Guadeloupéen, en Guadeloupe encore. Et là, il faut qu'on arrête. Et là, on ne sera même pas capable de se poser qui a le pouvoir, parce que nous payons à dents.
réellement. Qui a le pouvoir, c'est l'argent. Et les quelques petites libertés qu'on a de pouvoir espérer de se construire, on ne les saisit pas. À part pour préfet, à part pour l'État français qui a fait si j'ose dire là, peuple là, ni quelques dérapages que ce soit. C'est mauvais manière, nous, point barre. Donc là, maintenant, c'est moins pas pour responsabilité, mais le pouvoir, c'est à nous aussi de pouvoir faire peuple, de se construire, de renforcer une petite économie, un petit business guadeloupéen. Je ne parle pas de by force, de le renforcer dans notre démarche. Et Guadeloupéen, c'est pas qu'il y a Guadeloupéen en bouche. Il y a des gestes, des petits gestes qui font qu'on n'est pas là pour se construire. Est-ce que là, nous sommes dans une fatalité? Pas question de fatalité, c'est un fonctionnement qui pas doit être, enfin qui pas bon, c'est tout, et qui nous permettra pas d'avoir quelque pouvoir que ce soit, voilà. Donc, sinon que celui-ci on se dit, voilà, nous sommes dans une situation et voilà, c'est ça. Ça peut pas être... J'aurais quand même fait un remarque là-dessus. Ce que Michel dit est très cohérent, sauf que j'aurais quand même pu mettre une parenthèse. Le débat en France s'est posé de la même manière. À un moment, les Arabes ont commencé à acheter la défense. Sauf qu'il y a eu un pouvoir politique, parce que Chirac, je me souviens, dit il faut arrêter. Mais il avait le pouvoir de dire on arrête. Et il a arrêté. Ce débat-là, on l'a tout le temps. L'avenue c'était tout le temps. Enfin, il y a plein de... Mais aujourd'hui, alors, là où on a un vrai problème, un autre problème, finalement, quand on regarde l'économie en France, par exemple, aujourd'hui, tout le temps, on a des conflits. Pourquoi? Les chefs d'entreprise, les gens qui ont l'économie, les gens qui ont l'argent en main, ils se retrouvent avec une boîte qui est rentable, mais ils pensent qu'ils seront plus rentables en l'envoyant à Bangladesh ou ailleurs. Mais ils déplacent, ils vendent le matériel, ils s'en vont. Donc on se retrouve dans le même problème. Et personne ne peut empêcher ça et ils s'en vont. Donc, ça veut dire quoi? Ce mal-là, il est pour moi un mal qui est un mal d'un système. C'est un système. Mais par contre, il est évident qu'un pays qui est dans notre situation, parce que quand on dit par exemple, tu sais, on pourrait décider qu'en Guadeloupe, on ne voit jamais nos terres. Mais il faudrait avoir le pouvoir de dire on fait des amodiations. D'accord. On fait comme ça, des amodiations. Comme ça, dans 50 ans, je reviens pour le propriétaire. Et avec les appels de téléspectateurs. Ah oui, je me souviens. Voilà, nous revenons avec nos invités, avec vos appels au numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Luc, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais rebondir ce qu'a dit Harry Ancelade sur le pouvoir judiciaire qui existe en France et qui n'existe pas chez nous. Et donc je le rejoins à 100% là-dessus. Je pense que je suis un bon témoin pour en parler, entre autres. Et pour affirmer une fois de plus que depuis le Code noir aujourd'hui, il existe chez nous une justice blanche et sèche. Donc on ne peut pas compter sur un pouvoir judiciaire ici pour effectivement défendre les intérêts fondamentaux du peuple guadeloupéen. C'est ce que je tenais à dire. Oui, Didier. Tu veux réagir aussi? Je ne fais rien oublier. Je ne fais rien oublier. Ah, parce que vous me gâtez, vous m'aimez beaucoup. Tu passes? Non, mais je pense que ça aurait été plutôt à mettre Chevry après ces propos de M. Linel. C'est la réalité. Moi, c'est simplement à travers le pouvoir, je veux parler d'intelligence de transmission. Parce que quand j'écoutais Michel, effectivement, après, quand il faut vendre, on vend aux étrangers, etc. Mais est-ce que nos politiques aussi se font le devoir, à défaut d'avoir une espèce de loi des 10-90 ou des 20-80, c'est-à-dire les gens qui sont les plus proches de moi ont 80% des bénéfices de mes travaux? Est-ce qu'ils ont l'intelligence d'ouvrir un peu le cercle, d'intéresser d'autres personnes, etc. Donc c'est ça, puisque j'ai l'impression, quand on parle, que ça reste très théorique. Ça reste théorique, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il ne faut pas dire, surtout. Mais lorsqu'on passe à la pratique, j'ai l'impression que ça change un peu, qu'on n'est pas dans le même dynamisme, qu'on ne respecte pas les paroles qu'on s'était dites auparavant. Et c'est ce qui me désole, quelque part. C'est le manque d'intégration de nos dirigeants vers les dirigés. Ceux qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas proches du pouvoir et qui sont extrêmement loin du pouvoir et qui n'ont jamais accès à quoi que ce soit, en fait. Nous avons un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je salue. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Par rapport à ce que j'ai parlé tout à l'heure.
j'ai entendu M. Renès énumérer toutes les entreprises que possède le groupe Ayotte. Une partie. Bon, ça, effectivement, c'est une réalité, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en Guadeloupe aussi, il y a un capital guadeloupéen des afro-descendants. Nous avons des seules entreprises afro-descendants qui ont réussi. Mais ce qui nous manque en Guadeloupe, c'est que ces chefs d'entreprise qui ont réussi, est-ce qu'ils se mettent ensemble pour former un capital guadeloupéen, peut-être avec les outils des habitats des citoyens. Je prends l'exemple, par exemple, justement chez le Bâtiment, qui l'a acheté, c'est le groupe Pensée qui fait de l'enseignement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu racheter en Guadeloupe ce supermarché? Moi, je pense qu'il y a le capital guadeloupéen pour acheter ce supermarché. Alors, est-ce qu'il y a un fruit aussi de certains Guadeloupéens, je parle des entrepreneurs, des gens qui ont le capital, des afro-descendants qui ont le capital, lorsqu'il y a, chaque fois qu'il y a quelque chose à reprendre, on va se faire des choses. S'ils viennent de l'extérieur, qu'ils rachètent les supermarchés ici. Alors c'est bien pour le groupe Pensée, qui est un groupe peut-être très ambitieux. Mais j'aurais aimé que les Guadeloupéens ont dit de prendre en main, au lieu de dire à chaque fois que les autres font, nous on pas l'occasion de le faire, qu'on puisse le faire aussi. Enfin, j'ai entendu M. Renès parler des élus qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. Mais ils ne vont pas bouger. Vous avez vu ce qui se passe dernièrement? Demandez à M. Magasin. Donc il a osé se lever contre les radars. Comme par hasard, tout de suite après, on entend, oui, le PDC parlementaire. On a l'impression, je ne sais pas si c'est coïncidence, puisque c'est vrai peut-être qu'il y a des faits derrière. On a aussi des gardes à vue, de certains élus, comme Mme Franchard qui était mise en garde à vue, M. Charles Gouzi. Donc, on a l'impression qu'il y a une volonté de faire taire nos politiques. Donc, il ne faut pas trop les changer aussi, parce qu'il y a une pression. Je pense que l'État ne va pas prendre la main en Guadeloupe. Et tous ceux qui vont se mettre au travers de son chemin, eh bien, les anciens politiques vont retomber. Et enfin, ce qui se passe à Saint-Martin, on a vu des prises de position de politique à Saint-Martin. La région de Sira, ils vont venir effectivement que les choses, j'ai l'impression qu'il va devoir tout faire après. C'est dommage, mais c'est comme ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne soirée. Voilà, vous avez un petit peu compris ce qui a été dit. Je n'ai pas compris pour Saint-Martin. Il disait quoi? Est-ce qu'il n'y aura pas des mesures de rétorsion contre certains élus saint-martinois qui ont osé s'ériger contre ce qui est fait? Ça que je trouve très difficile. Et c'est là où je trouve le problème. Je trouve que la Guadeloupe est très, très difficile à gérer, à maîtriser. Parce que finalement, tout ça est vrai. Et l'inconvénient, c'est que tout est vrai et tout son contraire est vrai. Tout ce qu'il vient de dire, par exemple, est vrai. Mais c'est toujours... Enfin, moi, ce qui me gêne dans tout ça, alors, par exemple, il dit, les entreprises, par exemple, les Afro-Guadeloupéens devraient aussi se mobiliser et faire... se mettre ensemble, surtout. Se mettre ensemble et faire des choses. Bon. Oui, ça semble très simple et très facile. Je ne veux pas passer mon temps à raconter des anecdotes, on n'en finira pas. C'est pas du tout évident du tout dans cette affaire-là. Je prends un exemple quand même. Parce que je l'ai construit. Le bâtiment de Bastao, là, il y a le confort Amel d'Arty, avant-hier, enfin là. Je l'ai construit en 85 pour Bastao. C'est le père, enfin, c'est le chirurgien qui avait les moyens, qui poussait. Il avait des frères qui étaient dynamiques. Bon, ok, ils ont démarré, ils ont fait le truc. Ayotte était venu, il lui avait dit, bon, ben, quand on l'a fini, il a dit, vendez-moi, parce que ça va me servir de réserve. Parce que de toutes les manières, je vais vous tuer. Et il est en train d'ouvrir Carrefour, il a dit, je vais vous tuer. Donc, autant me le vendre dès maintenant. Ils l'ont envoyé balader. Et ils ont monté le prix unique. Ils l'ont envoyé balader. Mais ils ont tenu combien de temps? Et pourquoi? Mais parce que, justement, ils ont été sabordés aussi localement. Ils ont été sabordés, ils ont eu des grèves, des conflits, des machins, ils ont eu des choses et on les a éliminés. C'est même pas Ayotte qui les a tués. Ayotte allait acheter. Mais ils ont été tués par nous-mêmes. Alors, on a un problème. On a déjà fait plein d'émissions par les fonds de choix, etc. Parce qu'on a fait les émissions, on a réglé le problème. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de réalité dans tout ça. Si on croit que parce qu'on en a parlé une fois, on a réglé le problème. On ne l'a pas réglé. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Mais en même temps, il y a plein d'éléments qui font qu'on meurt dans une entreprise en Guadeloupe. J'avais une entreprise de charpente métallique.
je fabriquais de la charpente ici. Bon, je trouvais ça très bien. J'étais au CRPJ pour ça d'ailleurs, hein, parce que justement, c'était anormal, je ne touchais pas de salaire dans l'entreprise, donc il y avait quelque chose d'anormal. Et on a demandé qu'on m'appelle au CRPJ parce que c'était bizarre. Pourquoi j'avais pas de salaire, pourquoi je ne touchais pas. Donc il y a une magouille quelque part. Bon, j'avais dit quand j'étais étudiant, je ne touchais pas non plus de salaire. Et je travaillais. Donc on peut des fois travailler sans salaire. Bon, enfin, c'est un autre débat. Mais enfin, ça pour dire. Eh bien, imaginez que cette activité, qui à mon avis avait une potentialité intéressante, qui avait une raison d'être. Mais une règle est sortie en France, tout bâtiment à moins de 20 km de la mer doit être en acier galvanisé à chaud. Les usines de galvanisation à chaud sont en France. Donc je ne pouvais plus faire un bâtiment en Guadeloupe. Parce que toute la Guadeloupe est à moins de 20 km de la mer. L'entreprise a coulé. Il fallait arrêter l'entreprise. Un texte tout bête. Tout bâtiment, et c'est français. C'est une loi française, on ne peut pas se différencier. Et c'est là où, justement, quand on parle de pouvoir, on ne peut pas parler de pouvoir. Bon. On ne peut pas, en aucun cas, parler de pouvoir. Et j'entends beaucoup d'élus me raconter des conneries. On ne peut pas parler de pouvoir et d'organisation et de prévention et de développement et tout ce qu'on veut si on n'a pas mis le statut adéquat. On raconte tout ce qu'on veut, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Ouais. Et le pire, je vous dis, je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas l'opposition qu'on a eue à 25 ans sous ça. Evita. Oui, je voulais juste dire à Michel que quand il dit c'est l'argent, c'est sûr que l'argent domine le monde, mais quand il dit que le problème du pouvoir est lié à l'argent dans le pays, ça me gêne un peu parce que ça donne un ton un peu neutre. C'est la neutralité du propos qui me gêne, parce qu'il y a l'histoire aussi. Parce que quelque part, quand tu dis l'argent, quand on entend Luc et tout le listing, on sait à qui il appartient. Donc on ne peut pas simplement dire c'est l'argent. C'est l'argent et l'histoire. Et deuxièmement, je voudrais dire aussi, on a parlé de terre tout à l'heure. Les Corses. Puisqu'il faut prendre un pays comme la Corse. Les Corses ont décidé, légalement, je ne sais pas ce que ça va donner. Le président de région, ils ont décidé que pour, par exemple, acheter, il faut des conditions très strictes. On ne peut pas venir comme ça sur Internet, dire voilà, j'ai vu un beau terrain à Marie-Galante, etc., je l'achète. C'est pas possible. Ils ont imposé ça. Et on sait très bien ce qui peut arriver d'ailleurs si on n'obéit pas. Donc, je veux dire, on peut toujours aller plus loin. Mais il faut vraiment cette volonté-là d'aller plus loin, en sachant qu'on est dans un cadre, on est enferré dans un cadre, et je suis entièrement d'accord avec Harry. Parler de vrai pouvoir quand justement on est dans ce cadre complètement emprisonné, ça pose problème. Autre chose aussi, je voudrais vraiment, je suis d'accord. Oui, vraiment, mais ce qu'a dit Samuel est aussi très important. Quand Samuel dit, nous partons, nous, afrodescendants avec un handicap. Moi, je connais des cas où des jeunes Guadeloupéens ont voulu acheter une entreprise qui fonctionnait bien. Ils ont voulu acheter une entreprise, ils ont eu leur projet, ils l'ont déposé à la banque. D'accord ? Et un jour, on les appelle, le directeur les appelle. Et à leur grande surprise, ils arrivent dans le bureau du directeur, leur dossier est sur le bureau, et il y a aussi un membre du lobbyiste qui est assis à côté qui dit « Votre projet m'intéresse, moi je suis prêt à vous payer, ou je suis prêt à rentrer évidemment dans la société, etc. » Parce que c'est ça aussi. Donc quand on dit c'est facile de dire « Vous ne mettez pas ensemble », il faut aussi être lucide, on n'est pas du tout défaitiste, mais il faut être lucide que le chemin pour les afro-descendants est beaucoup plus difficile. Nous partons du côté du téléphone et nous revenons avec vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur. Oui. Bon, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Eh bien, je voulais intervenir parce que dans votre question qui dirige vers la Guadeloupe, c'est comment a dit M. Ancelin. Et donc, c'est sûr qu'il y a de l'argent. D'accord? Ça, c'est une chose. Ceux qui ont déjà quelque chose. Mais sur votre papier, je vois qu'il y a, si j'ai bien compté, au moins 3 chefs d'entreprise. Et M. Ancelin, M. Samuel Hulot et l'autre M. Monsieur Auchiste. Monsieur Auchiste. Monsieur Auchiste, voilà, je ne vous entends pas trop fort. Et c'est vrai qu'il y a un gros
pas sous le joug de ce qu'on est en train de nommer dans tous nos conflits sociaux, c'est-à-dire Mayotte et l'Europe, Blanc, compagnie. D'accord? C'était quelqu'un qui venait de la Martinique. Et ce monsieur-là, c'était un immigré. Donc il a réussi quelque chose. Il a quand même réussi malgré tous les profits et puis ça. Et il a voulu de reprendre. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un consortium, une espèce comment dire, association de chefs d'entreprise, ceux qui ont des fonds, ils peuvent pas se mettre ensemble et dire, bon, on va acheter ce truc qui peut être rentable. Mais par contre, on est toujours en train de pleurer que, ouais, on part avec des handicaps depuis l'esclavage, mais l'esclavage, à ce moment que c'est fini, il y a des gens qui se sont enrichis, il y a des gens riches en Guadeloupe. Et je vais aller encore plus loin, je vais vous dire que les Afro-Américains, ils sont partis comme nous, avec le même handicap, peut-être encore plus. Pourtant, quand vous allez aux États-Unis, vous avez beaucoup d'Américains noirs qui sont en forme, mais vous avez aussi beaucoup d'Américains, d'Afro-Américains qui ont des chaînes de société, qui sont riches, qui ont réussi à quand même à aller de l'avant et créer quelque chose. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que nous, Guadeloupéens, si on ne se met pas ensemble, c'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. On ne va pas repartir à zéro, c'est-à-dire que le gouvernement français va pas dire, bon, aujourd'hui, on va à zéro, tout le monde part au même niveau, c'est-à-dire on donne de l'argent à ceux qui n'en ont pas pour qu'on puisse être à un même niveau pour créer des entreprises. Non, ça ne se fera jamais. Dans tous les pays, c'est pareil. Il y a des riches qui mangent très bien et il y a les pauvres qui ne mangent pas. Hein? Quand vous voyez, par exemple, je vous prends un exemple, vous allez voir un footballeur qui va gagner, par exemple, 1 million par jour. Que dans d'autres pays, il y a des enfants qui ne mangent pas. Donc, cet état de fait, ça existe partout. Mais c'est à nous, Guadeloupéens, ceux qui ont la possibilité. Monsieur Aslan, qui est sur votre entreprise, il n'a pas tout dit. Il a dit, il ne va pas prendre des anecdotes parce que lui-même, je le connais, ce monsieur, il a subi pas mal de choses. Il a subi et il a perdu pas mal d'entreprises à cause même des Guadeloupéens. Pas à cause de ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les grands blancs. Et je suis sûr qu'il va peut-être il ne va pas peut-être oser l'affirmer, mais c'est ça, je veux le dire. On a essayé de détruire un monsieur. C'est un monsieur qui pouvait faire beaucoup pour la Guadeloupe, pour les chefs d'entreprise à venir, mais il a été quand même dégoûté. Voilà, c'est ce que ça va dire. Merci, monsieur. Oui, c'est un peu ce que je pensais justement en parlant de théorie et de pratique, puisque je veux bien entendre ce discours-là, mais je veux voir les actions aussi, parce que les chefs d'entreprise peuvent se réunir, mais les consommateurs aussi, le commun des mortels, des Guadeloupéens d'une manière générale, est-ce qu'ils font l'effort de consommer, d'acheter chez leurs compatriotes? Est-ce que lorsqu'on a un ami ou un voisin qui mène une action, à défaut de venir lui mettre quelques pâtes de poulet et un peu de sel devant son entreprise, est-ce qu'on fait la démarche? On se dit, mieux on ferait qu'il monte en bitin, au lieu de nous aller petit plus loin, nous qui pensons, ouais, même si petit plus cher, c'est toujours, voilà. Parce que, à contrario, aux États-Unis, ils parlaient d'Afro-Américains, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un vrai réseau chez les chefs d'entreprise, mais il y a aussi un réseau chez les consommateurs. Parce qu'il ne faut pas exclure une partie de la population à penser que les autres peuvent faire, à savoir les chefs d'entreprise, mais les consommateurs, les gens qui consomment aussi doivent avoir la même démarche. Nous repartons du côté du téléphone. D'accord. Allez-y, bonsoir. Merci. Allez-y, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Les deux dames qui sont sur le plateau. Et bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le problème, il ne faut pas tourner autour du pouvoir. Le problème est le suivant. Quand on sera au niveau de l'autonomie ou du pouvoir local, ce pouvoir local sera donné à qui? Des afro-descendants se permettent de penser qu'ils vont remplacer les autres simplement et dire au nom de leur afro-descendance, ils peuvent continuer à exploiter le peuple, c'est pas possible. Il faut donc, pour sortir de tous ces conflits-là, il faut donc être clair et net. Clair, penser qu'une autonomie, c'est en faveur du plus grand nombre. Il faut donc définir l'intérêt général et ce plus grand nombre prendra la place. Il ne faut pas que certains se croient tout permis et tout permis parce qu'ils ont fait, ils ont pensé, ils ont ceci, ils ont cela.
marre maintenant de tous ces gens qui arrivent et qui pensent qu'ils doivent toujours imposer leur vue parce que moi j'ai ceci, moi j'ai cela. On n'est plus au temps où moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. On est au temps où on doit se mettre en face d'une réalité et se demander si on veut que le pouvoir authentique guadeloupéen se mette en place, il faut qu'il soit au service du peuple et pas au service d'une petite bourgeoisie noire qui vient de remplacer une bourgeoisie extérieure. Merci. Merci, monsieur. Oui, je voudrais bon, apporter. Voilà. On a parlé des Afro-Américains, on ne peut pas nous comparer. Parce que justement, les Américains noirs, comme les Blancs ou autres, c'est le principe ils vivent en communauté. Or, en France, justement, la France, c'est complètement opposé à un système communautaire. Donc, on ne peut pas comparer. C'est-à-dire qu'ils vivent en communauté, ils ont vécu et ils vivent encore des violences terribles. Donc, ils se sont regroupés et ils vivent, ils donnent et ils pensent à donner leurs intérêts, les intérêts du peuple afro-descendant. Ils se passent entre eux parce qu'ils ont des réseaux. Ils ont des banques aussi. Ils ont des banques. Je veux dire, ils ne se mettent pas à devenir comme ça riches. Ils ont des banques qui les aident. Et puis, ils ont, par le quota, ils ont créé toute une classe très riche au niveau des médias hautes. Oprah Winfrey est la femme la plus riche des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle a eu accès aux médias, etc. Donc on ne peut pas nous comparer avec les Afro-Américains, puisque nous, chez nous, la question de communauté, elle est diffuse. On en parle qu'un peu sous le boisseau. On dit, bon, il y a une communauté X, il y a une communauté Y, mais il ne faut surtout pas en parler. Il ne faut surtout pas se vivre en termes de communauté. Donc, on ne peut pas être comme les Afro-Américains. Par contre, j'ai pas bien compris le propos d'une bourgeoisie qui serait une petite bourgeoisie. Je ne vois pas en quoi on a pu tenir un pareil propos. Justement, le plus grand nombre, jusqu'à preuve du contraire en Guadeloupe, ce sont des Afro-descendants. Donc, je ne comprends pas très bien le propos. Nous sommes d'accord. Là, j'avoue que... Ou alors, on ne s'entend plus bien, mais je ne vois pas vraiment. J'avais voulu tout à l'heure rebondir sur ce qu'a dit Michel Mado sur sa crainte de voir disparaître la terre guadeloupéenne. Et c'est une préoccupation que je partage avec beaucoup de Guadeloupéens, parce qu'aujourd'hui nous sommes sans défense face à tous ceux qui ont les moyens financiers, qu'ils soient européens, asiatiques ou autres. Le monde entier peut acheter quand il veut, ce qu'il veut en Guadeloupe, sans aucune limite. Donc tant qu'il n'y aura pas une capacité, je dirais, légale de restreindre l'accession à la terre guadeloupéenne, qui est un bien précieux et rare, on risque effectivement ce scénario terrible que tu as évoqué. Et je pense que c'est une question urgente. Et quand on parle de pouvoir, la première chose que le pouvoir guadeloupéen devait faire lorsqu'il sera vraiment en place, c'est de protéger le foncier guadeloupéen. Deuxième chose, je termine, c'est qu'on a parlé effectivement bientôt de l'installation du groupe Leclerc en Guadeloupe. Et certains ont dit oui, Leclerc va faire en sorte qu'il y ait donc une concurrence, il va concurrencer ailleurs, etc. Ça, c'est un leurre. À La Réunion, je termine là-dessus. Actuellement, Leclerc risque d'avoir un monopole, mais en fait, ce sera un duopole, avec Leclerc d'un côté et Ayotte de l'autre. Avec, au sein de ce duopole, effectivement, Ayotte qui sera le plus puissant. Et ils vont tôt ou tard, quelque part, je dirais, casser toute la concurrence et ensuite augmenter les prix, puisqu'ils sont en position de monopole à deux, avec un major qui sera quand même le groupe GBH. Ils pourront également avoir, je dirais, une pression très forte sur les producteurs locaux afin de faire baisser leur prix. Ce qui veut dire que le danger, il est grave et il serait, je dirais, illusoire de faire comme si on ne voyait pas les choses. Nous partons du côté du téléphone et ensuite nous ferons un petit tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. J'appelle en fait, c'est pour donner un peu mon point de vue. Moi je pense qu'on a quand même un gros problème en Guadeloupe. On observe un génocide par substitution où toute notre jeunesse est poussée à l'exil en métropole. Ils sont empêchés de rentrer, de revenir en Guadeloupe. Ça, c'est un problème. Parce que c'est la force vive du pays qui est bloquée en métropole, qui est bloquée au Canada, qui est bloquée partout et qui ne peut pas revenir en Guadeloupe. Ça, c'est un problème. Et cette jeunesse-là, ces talents guadeloupéens, ils sont remplacés par des métropolitains. C'est pas une question de racisme. On n'a rien contre les métropolitains. Ils peuvent venir s'installer en Guadeloupe. Il y a de la place pour
Et quand on a un système établi où on empêche aux jeunes Guadeloupéens talentueux de revenir chez eux, d'occuper des postes dans l'administration, dans des entreprises privées, parce que moi j'ai des témoignages de gens qui sont revenus dans des entreprises privées où ils vivent calvaire, ça c'est un problème. Le deuxième problème qu'on a, quand on voit que certaines personnes s'approprient tout le foncier de la Guadeloupe, que font les élus? Quelle est la vision politique qu'ont les élus du développement du territoire? Quand on voit le cas de Marie-Galante qui va bientôt devenir Saint-Barthélemy, peut-être dans 15 à 20 ans, Pas les élus, ça c'est un problème. Vous voyez, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Au niveau économique, quand on a de jeunes Guadeloupéens qui ont des projets, qui vont dans des banques, et que ces mêmes banques-là trahissent ces jeunes Guadeloupéens en donnant leurs projets à d'autres personnes qui, comme par hasard, sont des métropolitains ou des gens de notre communauté, en tout cas des expatriés, ça c'est un problème. Que fait la région? Que fait nos institutions? Que font nos élus face à ça justement? Parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont, qui sont formés, qui ont des projets. Il faut peut-être les soutenir. Il faut aussi qu'on se solidarise. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont des entreprises, qui ont de l'argent, qui ont des fonds. Il faut justement qu'on se mette ensemble pour financer ces projets de jeunes Guadeloupéens. Il faut qu'on ait cette attitude de communautage. Evita Chevry disait qu'on n'est pas aux États-Unis où il y a justement cette vision communautaire. Mais il faudrait qu'on apprenne justement à être solidaire et qu'on ait cette vision communautaire pour nous soutenir, parce que personne ne le fera à notre place. Le jeu actuellement, c'est diviser pour mieux régner. Les Guadeloupéens sont divisés et ceux qui gouvernent la Guadeloupe, parce que la question de ce soir, c'est de savoir qui gouverne la Guadeloupe. Ceux qui gouvernent la Guadeloupe, ceux qui donnent l'impulsion aux politiques en Guadeloupe. Quand ils ont fait le choix de la culture, de la banane, nous ont empoisonné avec le chlordécone. Mais ce sont ces gens-là qui gouvernent la Guadeloupe. Plusieurs, je ne veux pas dire que c'est que les béquets ou d'autres communautés, je ne veux pas stigmatiser, mais il y a plusieurs personnes en tout cas qui gouvernent la Guadeloupe et ce ne sont pas les Guadeloupéens. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on se solidarise, qu'on se mette autour de la table et qu'on prenne conscience de ces problèmes-là. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Merci en tout cas pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Super. Merci. Voilà, donc nous terminons avec cet appel et puis on va faire un petit tour de plateau. Donc je sais que Samuel était impatient de dire quelques mots, donc nous débuterons par lui et puis il nous donnera son avis puisque selon ce qui est ressorti sur ce plateau, c'est quelque part l'argent qui dirige la Guadeloupe, quand on fait une synthèse de tout cela, l'argent, et qui dit l'argent, on peut dire ceux qui possèdent cet argent-là dirigent la Guadeloupe. Alors, Samuel, vous aurez l'occasion de vous exprimer, puisque je sais que vous étiez impatient, et ensuite de nous dire, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent. Alors c'est vrai que cette émission sera trop courte. Ce que tes spectateurs viennent de dire, c'est rempli de sens. Vraiment rempli de sens. Et je le disais encore tout à l'heure, moi ce qui m'inquiète c'est l'avenir. C'est vrai qu'il y a eu la période de l'esclavage, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire. C'est vrai aujourd'hui aussi, je le dis tout le temps, nous sommes allés à leur école. Donc nous savons tout ça. Nous savons ce qui gangrène la Guadeloupe. Evita parlait de communautarisme, effectivement, les Afro-descendants sont les seuls à ne pas pratiquer ce communautarisme. Bizarrement, et ce sont les seuls qui sont c'est la 5e roue de la chaque. Je le dis bien économiquement, c'est vrai que nous sommes les derniers, nous sommes les plus nombreux, mais nous sommes en même temps les derniers. Pourtant, pas les moins instruits, pas les moins capés, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un problème. Et quand il dit que des jeunes qui partent et il faut préparer la Guadeloupe d'aujourd'hui pour demain, pour nos. Et je n'ai arrêté de le dire, même quand il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il est urgent de le faire. Dans 1 an, 2 ans, c'est trop tard. Donc il y a des choses qui nous échappent. Parler d'un communautarisme, encore une fois, ce n'est pas ne pas accepter l'autre. Parce que la Guadeloupe est faite de plusieurs communautés. Sauf qu'il faut qu'on trouve notre place. Et il faut qu'on la défende, il faut qu'on parle aux autres, ceux qui étaient là avant, d'accord, pour pouvoir trouver une solution. Parce que tous ces gens-là sont des Guadeloupéens, mais ce sont des Guadeloupéens qui ne se parlent pas. C'est la difficulté. Donc, quelque part, il va bien falloir un jour se dire qu'il faut penser à l'avenir. Et penser à l'avenir, c'est vrai qu'il faut se dire qu'avec moi, j'ai horreur des constats. On les a déjà faits. On sait. D'ailleurs, Harry le disait tout à l'heure, c'est un pays avec toutes ses incohérences. Hein. On sait tout,
Mais malheureusement, on a du mal à faire. Et toutes mes actions aujourd'hui ont été justement dictées par cette volonté-là, c'est-à-dire de se dire qu'il faut faire des choses, il faut se solidariser, il faut mettre en place des choses pour demain, parce que vous voyez bien, si vous regardez un peu quelque part le paysage économique, ce sont des familles qui détiennent. Mais nous n'aurons pas, ce ne sont pas des familles, ça va être des Guadeloupéens, parce qu'on n'a pas seuls les moyens financiers de faire ensemble. Donc il va falloir de toutes les manières qu'on s'allie pour pouvoir aller plus loin. Michel. En tout cas, les bons amis, il y a de ça 3-4 ans, ils disaient Michel, ça y est, Jadouvan, bien devant. Et je n'avais pas compris cette phrase, la portée de cette phrase, ça qui Jadouvan, j'ai bien devant. Et petit à petit, on rend compte qu'effectivement, ça y est, Jadouvan, j'ai bien devant. Pourquoi ? L'ascenseur social, c'est un fantasme. Aujourd'hui, qu'on se le dise, quelqu'un qui va à l'école, plus ses parents auront les moyens de lui garantir une certaine instruction, un certain savoir, une certaine formation, plus il sera aisé comparé à d'autres qui pannient les moyens, voilà. Donc voilà. Et attention, on n'a pas qu'à dire que c'est l'argent qui a fait tout, mais j'explique qu'il y a une configuration qui sera plus aisée pour lui. Aujourd'hui, on veut répondre à un marché. Qu'est-ce qu'on va regarder? Quelle est votre trésorerie, votre capital, patati patata. Donc déjà là, on y plus, ou qui est plus facile à. C'est une réalité aussi. Maintenant, qu'est-ce qui peut pallier à certaines choses? C'est une conscience. Donner une conscience aux si peu de personnes qui font peuple en Guadeloupe. Donner cette conscience de dire, bon, quand nous venons, qui est le réel projet? On dit que diriger, c'est prévoir. Donc, il faut nous commencer à long terme aussi et dire, bon, qui Guadeloupe nous veut pour demain? Là, je rejoins complètement Sam et les autres. Et à savoir, on renforce certains paliers qui sont l'éducation, la culture, après ça peut être la politique agricole aussi, qu'on doit pouvoir déterminer nous-mêmes. Là, on n'a pas abordé, mais c'est quelque chose qui est encore à notre portée, sauf que pour pouvoir garder une certaine mémoire sur ça, il faut pouvoir dire non, je ne veux pas de la canne et de la banane comme seule culture dans mon pays. Qui aujourd'hui tient ce discours-là? Personne. Par contre, tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce qui tue l'agriculture en Guadeloupe, c'est la canne et la banane. Ça, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive au-delà des constats, il faut qu'on arrive vraiment à faire peuple. Et là, par rapport à ça, on pourra maîtriser certains paliers de notre société. Qui doit donner le là? Les syndicats, les élus, qui doit donner le là? Après, il y a les idées, il y a les hommes, quoi, je veux dire. Mais il faut nous savoir qu'à nous, déjà, c'est ça. Mais par contre, c'est très, très maladroit pour moi de comparer les États-Unis d'Amérique et la Guadeloupe. C'est très, très maladroit. Pourquoi? Pour une raison historique. Les États-Unis n'ont pas connu la colonisation, et pire, ils n'ont pas connu la départementalisation. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, la départementalisation, colonisation, là, déjà arrête d'après l'esclavage. Départementalisation, là, il peut bander encore. C'est-à-dire qu'en termes de déstructurer, nous sommes déstructurés, je dis, parce que les Français, sans être Français, je l'ai déjà dit. Et ça, quand tu dis, et quand le téléspectateur a dit, je m'arrête là, qu'il faut pas rester sur l'esclavage et tout ça, j'aime bien entendre ça. Il faut se le dire. Mais la réalité d'aujourd'hui, elle est construite sur ça. Et pas autre chose. Qui fait que les nous sortir de l'esclavage, qui nous indemniser, c'est les colons. C'est les maîtres, pas les esclaves. Donc, en fait, quelque part, nous, Jacques Pati, c'est considéré que au fond, course, ni on ni on peine, qui ont fait 3 pas au pays, il dit courir. Forcément, t'as là qui ni basket là qui arrive à moins que, mais on n'y a plus de chance d'arriver à basket là qui n'est pas au pays en pierre. Donc, qui j'en nous fait, je dis, je pour nous faire, c'est aujourd'hui comment on veut se construire. Et je ne pose pas le problème en termes de patronat et d'employés, parce qu'il faut des patrons, il faut des employés. Maintenant, il faut une certaine honnêteté et dire comment on veut construire le pays Guadeloupe et comment on veut préserver certains acquis ou comment on veut en avoir. Et ça, je suis d'accord avec Harry, il faut une réalité statutaire qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Mais rapidement, je suis d'accord avec ton analyse. À savoir, il faut savoir d'abord dire qui nous sommes, quelle est notre identité. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont un trouble d'identité. Celui qui a dit qu'il ne faut pas parler d'esclavage, c'est un monde qui est aliéné, forcément. Puisqu'il a dit pas parler de ça. Or, tout part de là. Je l'ai dit tout à l'heure avant toi, à savoir que le 30 avril 1859, il y a une loi qui indemnise ceux qui ont réduit en esclavage nos ancêtres. D'accord? Bon, aujourd'hui, à partir du moment où tu sais qui tu es et que tu veux exister au monde, il faut que tu aies le choix, ou bien de mourir français comme un couillon, ou bien de vivre guadeloupéen. Donc, il faut, à un moment donné, avoir le courage de se déterminer, de se prendre en charge. C'est la vertu de tout être humain. Merci.
Didier. Oui, il est peut-être pas, il a accroché, il n'est pas là pour se défendre, mais je pense qu'il voulait plus dire qu'il faut qu'on dépasse ça. Et pas forcément, il faut voilà, Oui, mais nous on veut des réparations. Mais oui. J'ai pas exposé, mais les réparations sont fondamentales. Je n'en disconviens pas, mais je pense que c'était un peu son état de... En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ses propos. Moi, je pense qu'il faut mettre plus d'amour dans nos échanges. Je ne veux pas jouer le rôle du pasteur, hein, mais on peut penser que base habite là même, c'est l'amour, puisque finalement, mis à part histoire en nous et tout notre vécu, je pense qu'on a besoin de s'aimer pour pouvoir partager, pour pouvoir investir ensemble déjà, puisque lorsqu'on parle d'investir ensemble, on sait tous, du moins ceux qui produisent et qui essaient de le faire, combien c'est difficile, puisqu'il faut absolument qu'il y ait une tête de pont, après c'est compliqué, qui mène l'affaire, qui ne l'amène pas, etc. Donc on est toujours dans une histoire aussi de se mettre en avant, alors qu'il faudrait-il pas qu'on mette le pays en avant aussi. Donc, et aimer que les gens aussi qui sont là dans leurs fonctions variées et diverses puissent aussi penser Guadeloupe aussi, donner, encourager les actions, encourager la jeunesse. Donc moi c'est un peu comme ça que je vois ça. J'ai l'impression bizarrement d'être dans une espèce de théorie à tourner autour du même sujet, à dire les mêmes choses. C'est vrai qu'on a besoin d'action et c'est un peu là que je suis là en attente. On y bobola moins, puis moins, Jacho a envie de jouer le match là. Et finalement, il faut jouer, mais finalement, rendez-vous compte que qui s'assoit au téléphone, sur le plateau, on rencontre tous les jours des gens qui partagent ce point de vue-là. Et finalement, nous rendons compte que des mois après, nous avons la même discussion là parce que voilà, il y a un pitin qui a fait que nous ne pouvons pas passer de la théorie à la pratique. Qu'est-ce qui coince? État d'esprit en nous. Je pense que c'est ça. Je manque d'amour, manque de conviction. Après, c'est facile aussi de critiquer, de dire des choses. C'est facile de dire aussi que c'est à l'autre de faire. Exactement. Puisque j'ai l'impression, quand j'entends parler un Guadeloupéen aujourd'hui, parler de la Guadeloupe, qu'il parle de notre pays. Et parce que j'ai l'impression que 350 000 personnes vont répéter les mêmes choses. Et finalement, concrètement, on ne voit pas les choses évoluer. Et c'est là que ça devient dramatique. Puisque j'ai l'impression que tout le monde sait qu'elle fait là, il ne faut pas toucher. Et finalement, tout le monde a touché. Tout le monde a brûlé. Donc, à un certain moment... Alors oui, selon le concept de François Fanon, chaque génération a une mission où elle l'a réussi, elle la réalise, ou elle l'a trahi. Donc moi je pense... Dans une relative opacité. Comment? Dans une relative, effectivement. Non, je n'ai pas mis entre guillemets, j'ai résumé. J'ai résumé. Donc, tout ça pour dire qu'il faut qu'on ait le courage de reconnaître qu'actuellement, on est enfermé dans un système, qu'on a effectivement des contraintes. Mais par contre, personne ne nous empêche de tracer le chemin pour pouvoir un jour que les autres générations puissent en fait accéder à un vrai pouvoir. C'est ça qui est important. Et comment tracer le chemin? Et là, c'est mon éternel discours. D'abord, par un travail énorme sur la question identitaire, sur la culture, sur l'enthousiasme d'être guadeloupéen, sur l'amour de son pays, sur le fait qu'on fasse tout pour qu'autour de la table, nos enfants voient des gens qui nous ressemblent autour de la table des grands patrons. Ça aussi, c'est important. Il y a des présidents de région qui l'ont compris, il y a des présidents de région qui ne l'ont pas compris puisqu'ils ont tué certains grands patrons de ce pays-là. Et c'est ça aussi, je pense, qui est l'essentiel. Alors, Didier dit, c'est vrai qu'on dit toujours la même chose, mais parce que justement on sème des graines, parce que le jeune là qui va vouloir se présenter aux élections municipales va se dire, ben oui, c'est vrai
c'est vrai, je suis allé fouiller, j'ai les compétences éducatives, c'est vrai, moi, si je suis élu maire, je ferai en sorte de monter des projets et des programmes éducatifs pour que les enfants qui sont dès la maternelle puissent changer dans un certain nombre d'années. Donc je ne suis pas d'accord, qui consiste à dire on dit la même chose. On sème des graines, les autres peuvent entendre, et s'il y en a un qui change, c'est déjà une victoire, parce qu'un qui change, c'est tout un environnement ensuite qui changera. Merci. Rapidement avec Ariane Slade, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui, ça a été rapide, parce que c'est vrai que il y a un point sur lequel on est dans un imbroglio, et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond. Et c'est vrai, on tourne en rond. Il y a une mondialisation actuellement qui va très vite, et personne n'est à l'aise. Le débat qui se pose actuellement, moi je pense que la France est en difficulté. Et je ne suis pas sûr que la France va sortir. Pour moi, dans pas longtemps, on va trouver un pays qui aura d'énormes problèmes. Ce pays-là va avoir d'énormes problèmes avec sa propre population. Parce que la France même a loupé une série de rendez-vous. La mondialisation de l'économie, les entreprises qui partent, la France n'a pas géré sa population pauvre. Et aujourd'hui, cette population pauvre demande des comptes. On n'arrête pas de montrer aux gens des fortunes qui se créent, de l'argent qui se gaspille, et on dit à d'autres gens à 1000 €. Et eux, par contre, on les emmerde. Et tout le monde les emmerde. Le banquier va les emmerder pour 50 €, on leur donne 100 € d'amende parce qu'ils ont 50 € découverts. Les impôts vont les emmerder parce qu'ils ont pris en retard 10% de pénalité. Et bien là, je ne suis pas sûr que la France est en sécurité. Je pense que la France risque vraiment une situation grave et une vraie révolution avec tous ces gens qui l'ont laissé monter. Il fallait prévoir. J'ai dit les Suisses ne sont pas des socialistes, hein, mais les Suisses ont déjà fait un référendum sur le revenu universel. Diriger, c'est prévoir. Et ça, alors imaginez, nous on est dans le débat français. On a deux problèmes. Le problème du français est le nôtre. Et le nôtre, j'ai un problème avec. Parce que je me rends compte qu'on tourne en rond nous. Parce qu'il fallait, nous, qu'on gère notre problème. Et je pense qu'il y a eu des dirigeants français depuis une vingtaine d'années qui sont convaincus qu'il fallait que nous, on fasse autre chose. Et en toute objectivité. Mais nous, on n'a pas appris, on ne s'est pas engagé dedans. Alors on parle d'afro-guadeloupéens. Nous avons, nous les afro-guadeloupéens, une responsabilité, on est majoritaire dans ce pays. Avons-nous fait vraiment tout ce qu'il fallait faire pour faire avancer ce pays-là? On avait cette responsabilité-là. Tu as raison. Voilà, merci. On se quitte sur une question. Peut-être que nous aurons l'occasion de développer cette question à partir de notre thème. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venus sur ce plateau. Je remercie aussi tous les Guadeloupéens qui suivent cette émission. Et puis, la semaine prochaine, nous verrons, hein, ça sera les fêtes, donc on verra un petit peu si on aura un thème. En tout cas, nous vous concoctons d'autres thèmes aussi intéressants. Surtout, ne ratez pas ce rendez-vous du mardi et excellente soirée à tous.